CGT, FO, FSU, Solidaire de Guingamp. Bonjour à tous. Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire, FIDL, MNL, UNEF, UNL, réunies le 30 août, ont appelé à la mobilisation de l'ensemble des travailleurs, travailleuses du secteur privé et public et la jeunesse ce mardi 5 octobre. Chers amis et camarades, nous avons relayé cette mobilisation au niveau de Guingamp en y rajoutant nos revendications locales. C'est aussi le cas sur Lannion et Saint-Brieuc. Depuis 2 ans, le développement de la pandémie a mis sous cloche la vie sociale et rendu très difficile l'expression du mécontentement que le mouvement social autour de la défense de notre système de retraite avait mis sur le devant de la scène. Il est urgent que les salariés, les retraités et la jeunesse fassent entendre leur voix. La reprise de la conflictualité autour des questions des salaires et des rémunérations, dont par exemple la non-application au secteur médico-social du Ségur de la santé, en est une preuve. La pression interne dans les secteurs d'aujourd'hui stratégiques, comme l'aide à domicile, a déjà permis une refonte des conditions salariales. Il reste désormais à obtenir du concret sur le terrain. Et même les syndicats signataires du Ségur font désormais grève, ainsi que nous pouvons le voir à l'ESAT de Glomel cette semaine. Alors que Macron et son gouvernement ont déversé 100 millions d'euros dans les poches du patronat, la question de l'emploi est une des préoccupations essentielles des jeunes et du monde du travail. La précarité est en forte hausse et malgré une opposition unanime, la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage reste d'actualité. Mais de qui se moque-t-on ? Nous sommes abreuvés de discours sur les emplois vacants sans que gouvernement et patronat n'abordent jamais la question. Pourquoi sont-ils vacants ? Pourquoi les salariés sans emploi refusent-ils de travailler pour des salaires de misère, avec des contrats de travail pourris et des conditions de travail qui dégradent leur santé physique et psychique ? À votre avis ? Et faire croire que la reconversion d'un métier vers un autre est uniquement une question de formation est une escroquerie. Qui va permettre d'alimenter en fonds publics le secteur de la formation professionnelle, souvent sans contrôle, et aussi sans formateurs compétents ? Le retour de la réforme des retraites, que nous avons combattu et empêché, revient à l'ordre du jour. Gouvernement et patronat veulent imposer de nouveaux reculs sur les retraites, car le progrès social, vu de l'Élysée et des bureaux du MEDEF, c'est les vieux au boulot et les jeunes au chômage, mais sans indemnisation bien sûr. Le chômage partiel a provoqué la plupart du temps des baisses de rémunération importantes. Trop de salariés, notamment les travailleurs et travailleuses particulièrement exposés dits de deuxième ligne, maintenus à de bas salaires, ne voient aujourd'hui aucune perspective d'amélioration. Les agents de la fonction publique attendent toujours et depuis des années des mesures salariales à la hauteur de la perte de leur pouvoir d'achat. Les applaudissements tant vantés ne remplissent pas les porte-monnaies. Les jeunes ont vu l'investissement dans les aides directes baisser ces dernières années. Le dernier recul en date étant la suppression du repas à 1 € pour toutes et tous dans nos organisations réclament le rétablissement. Or, la jeunesse a encaissé de plein fouet la crise sanitaire, qui les a coupés bien souvent de la vie sociale et affective. Il y a urgence à poser les solutions d'une prise en charge financière du coût réel des études, des formations basiques, par exemple le permis de conduire, des questions du logement étudiant, de celui des déplacements en transport public. Nous exigeons de la région Bretagne la gratuité immédiate de tous les réseaux du TER, train, car, bus pour tous les jeunes et étudiants. En matière d'innovation, gouvernement et majorité parlementaire de LREM ont fait fort avec le pass sanitaire, en instaurant un régime d'exception qui provoque une suspension de contrat de travail dans le privé et une suspension identique dans le statut de la fonction publique, avec de surcroît l'introduction dans le droit d'un pouvoir médical de l'employeur et une transformation de certains agents publics chargés du contrôle de passe en policiers de fait. Au final, la gestion calamiteuse de la crise sanitaire que nous avons tous pu observer a accouché d'un état d'exception autoritaire. Au lieu de soigner, de guérir, de prévenir, de protéger, les pouvoirs publics préfèrent réprimer. Nos organisations exigent la satisfaction de revendications immédiates et il ne faut pas essayer de nous faire croire que l'argent n'existe pas, alors que des millions d'euros ont été distribués sans aucun contrôle, sans aucune procédure visant à connaître les destinataires finaux de celui-ci. L'augmentation des salaires, et notamment du SMIC, alors que celui-ci vient d'augmenter de seulement 2,2%, soit 35 € brut par mois, les prix flambent
notamment ceux de l'énergie et des carburants. Nous affirmons l'urgence d'augmenter les grilles de salaire conventionnelles, le point d'indice de la fonction publique, les pensions, les minima sociaux et les bourses d'études. L'abandon définitif des contre-réformes, des retraites et de l'assurance chômage. L'affirmation dans la loi du droit à la retraite à 60 ans, n'en déplaise à Édouard Philippe, que nous encourageons à aller travailler de nuit dans l'agro, si possible en contrat précaire et pourquoi pas dans les frigos. Nous notons avec satisfaction que les organisations syndicales qui avaient refusé de se joindre à nous lors du récent mouvement contre cette réforme défendent désormais sa mise au placard. Un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous, l'égalité professionnelle femmes-hommes. Revendiquer l'égalité n'est pas un supplément d'âme, alors que les femmes représentent désormais la moitié du salariat, mais tout simplement la restitution d'un salaire volé dans la plus grande légalité. La conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales permettant de préserver et de créer des emplois. Alors que la crise climatique et environnementale menace notre survie et celle du vivant sur notre planète, nous exigeons que la reconversion nécessaire, notamment industrielle, ne soit pas entièrement engagée sur les salariés, leurs conditions de rémunération de travail, leurs emplois. Nos organisations ont des propositions en ce sens, propositions qui prennent leur essence dans les fondements de la sécurité sociale et la nécessité de couvrir tout le salariat par des conventions collectives. L'arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives. Un coup d'arrêt à la précarisation de l'emploi et à la précarité des jeunes en formation est une réforme ambitieuse des bourses. La fin des fermetures de services, des suppressions d'emplois, du démantèlement et des privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens. Le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du travail. La condamnation de la discrimination sous toutes ses formes, notamment syndicale, et la nécessité de restaurer l'indépendance de l'inspection du travail. L'intersyndicale de Guingamp appelle à soutenir tous les combats pour la défense des hôpitaux, des services menacés, la chirurgie, la maternité. Nous revendiquons un plan global de développement de tous les hôpitaux du GHT7 Armor et nous ferons des propositions de mobilisation le plus tôt possible. Joseph et Guillaume vont prendre la parole sur ce thème. Pierre-Jean va ensuite nous brosser un tableau de la situation au sein de l'éducation nationale. Puis Renan va revenir plus en détail sur la réforme des allocations chômage. Concernant Lidl, les pressions doivent cesser sur les salariés et sur les représentants du personnel. Nous ne pouvons accepter les licenciements approuvés par les services de l'État. De ceci alors que personne n'ignore depuis des gardes à vue judiciaires à la réalité du problème. Enfin, sollicité ce matin par l'intersyndicale CGT FO et Solidaire de l'entreprise Bergams, du groupe Norvac Food, groupe dont fait partie Donna, nous apportons notre soutien aux grévistes. Tenons-nous mobilisés autour de nos revendications. Exigeons partout le respect de nos droits. Prenons nos affaires en main. Chaque fois que nous avons délégué à d'autres le soin de le faire, nous avons déchanté. Nous créons la richesse. La société ne peut tourner sans nous. Les récents épisodes des 2 dernières années l'ont bien démontré. Alors tout est à nous. Rien n'est à eux. Bonne lutte à tous et à tous. Et surtout, ne lâchons rien. On lâche rien. Vous m'entendez là, c'est bien? Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation intersyndicale et interprofessionnelle et nous remercions les organisateurs de cette manifestation sur Guingamp, c'est-à-dire les organisations syndicales FO, FSU, Solidaire et CGT, de nous laisser la parole pour l'hôpital et pour défendre l'hôpital public. Rappelez-vous, dès 2016, nous interpellions sur la fermeture envisagée du service de maternité pour 2017. En 2018, notre député, dans sa question 53-55 au ministère des Solidarités,
Deux points, favoriser la restructuration de l'offre de soins en engageant clairement et rapidement la reconversion des petits plateaux techniques dont le fonctionnement présente de plus en plus de risques en matière de sécurité et de qualité de soins. En 2018, la CGT de Guingamp était la première à s'inquiéter pour l'avenir de sa maternité. Elle était à l'origine du comité de défense. Les politiques nous accusaient à l'époque de pousser des cris d'orfraie, de crier avant d'avoir mal. Grâce à la population et à son soutien, la pérennité de la maternité a été assurée. Pour nos gouvernements, cela ne suffit pas. L'ombre de la fermeture de la chirurgie et de la maternité ressurgit en 2021. Dès le 2 juillet, avec l'Union locale CGT de Guingamp, en conférence de presse, nous alertions sur la lettre de mission de l'ARS adressée à M. Rossetti, qui évoquait clairement un plateau technique en trop au sein du GHT. Puis le 8 septembre, avec l'ensemble des syndicats CGT Santé et les unions locales, l'USD CGT 22 et l'union départementale, nous dénoncions le projet de restructuration en cours de réflexion à l'ARS pour l'hôpital de Guingamp. Début septembre, la rencontre avec M. Rossetti n'a fait que confirmer nos craintes. Les orientations de l'ARS nous apparaissent plus comme une lettre de cadrage qu'une lettre de mission. Ce cabinet privé n'a aucun état d'âme. Et lors de la rencontre avec les représentants du personnel, il a montré son total mépris. Sur l'hôpital de Guingamp, l'activité de la maternité est sans cesse en croissance. Celle de chirurgie est également très soutenue dans toutes ses spécialités présentes. Notre hôpital public doit assumer son rôle comme partout sur le territoire. L'accès aux soins est un droit pour tous, que l'on habite à Saint-Brieuc, à Lannion ou à Guingamp. La chirurgie ambulatoire a ses limites, dans un bassin de population vieillissante. Et l'un des plus pauvres de Bretagne, et ne comptons pas sur le privé pour accueillir les patients polypathologiques. Ne faisons pas de Guingamp un désert médical. N'oublions pas, l'hôpital de Guingamp est le plus gros employeur de la ville. Ne nous méprenons pas, certains travaillent pour les 5 prochaines années pour réduire encore plus l'accès aux soins en pleine pandémie et diminuer encore le personnel et les crédits alloués à notre santé. 5758 lits fermés en 2020, dans le pays en pleine pandémie, sous les applaudissements du 20h. 25 établissements de santé fermés dans cette même année. Les réorganisations et restructurations continuent partout. Ne laissons pas continuer cette réduction capacitaire hospitalière. Pas de négociation au paramètre d'hôpital au rabais, oui au maintien du plateau technique actuel. Ouais, bonjour, donc moi je vous parle au nom de la CGT de la Fondation Bon Sauveur, l'hôpital de Bégard. Alors nous on n'est pas public, on est associatif, à but non lucratif, mais on assure une mission de service public. Alors moi je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc du 21 au 24 septembre dernier, il y a des experts visiteurs qui sont venus inspecter les services de la Fondation. Cette visite de certification, c'est la déclinaison dans le domaine de la santé de l'idéologie capitaliste managériale qui sévit un peu partout. À en croire notre direction, la bonne note obtenue lors de cette certification viendrait dire quelque chose de la qualité des soins. Et pourtant, force est de constater que cette mascarade a produit tout l'inverse. Trop occupés à répondre à des audits internes et à prendre par cœur les bonnes réponses pour nos chers experts visiteurs, les salariés ont en réalité moins de temps à consacrer aux patients. À la CGT, nous osons affirmer que ces certifications ne disent rien de la qualité de la prise en soin des patients ni des conditions de travail des salariés. Elle ne sert qu'à justifier l'augmentation insensée de la bureaucratie administrative à laquelle nous faisons face depuis de trop nombreuses années. Il est bien sûr important qu'un tiers vienne regarder comment nous travaillons pour nous aider à progresser et à assurer un service public de qualité. Mais cela ne peut se faire que dans une démarche bienveillante et au long cours. La certification telle qu'elle est menée n'est qu'une vaste hypocrisie où nous faisons collectivement semblant de tous bien respecter des procédures en décalage avec le travail réel durant une petite semaine pour mieux continuer de les ignorer dès le lundi suivant. Tout contribue en fait à organiser une offre de soins à partir non pas des besoins du terrain et de la population, mais à partir de la contrainte initiale, de limiter la part de la richesse socialisée via les cotisations. Nous voyons bien que l'idée, c'est de limiter le plus possible le budget de la Sécu pour en laisser toujours plus au capital qui se gave. Pendant ce temps, la débâcle continue.
Nous voyons depuis plusieurs années l'augmentation exponentielle de l'absentéisme. De plus en plus de collègues sont à bout, physiquement et moralement, et doivent se mettre en arrêt. Nous avons de plus en plus de difficultés pour les remplacer. Depuis des années, l'auto-remplacement était déjà devenu la norme. Mais nous avons franchi un nouveau seuil cet été, quand l'hôpital de jour en addictologie a été fermé durant 3 semaines. Cela afin de permettre à la direction de se garder un vivier pour remplacer les éventuels arrêts maladie survenant au cours de l'été. Tout ceci se faisant bien entendu au détriment de la continuité des soins des patients qui étaient suivis dans ce service. Il n'y a pas que les soignants qui vont mal. Nous voyons une forte augmentation des sollicitations des CMP et les services d'hospitalisation sont plus que pleins. C'est une conséquence sociale prévisible de la crise sanitaire et des différents confinements. Et pourtant, la psychiatrie reste le parent pauvre de la politique de santé. Contrairement à ce qui a été claironné par le gouvernement, nous sommes nombreux à ne pas avoir vu nos salaires augmenter. En effet, de nombreux salariés de la Fondation sont exclus du Ségur et pour celles et ceux qui ont eu la chance de bénéficier de la fameuse prime, leurs rémunérations sont toujours à la traîne par rapport aux métiers comparables de l'OCDE. Pour améliorer la qualité des soins et la qualité de vie au travail, les solutions sont pourtant simples. Il suffit de laisser les soignants soigner. À la Fondation, nous avons pu expérimenter l'année dernière, durant le premier confinement, ce que pouvait être le travail libéré des contraintes bureaucratico-managériales. Et au-delà des difficultés liées à la crise sanitaire, de nombreux salariés ont pu témoigner à quel point ils avaient pu retrouver du sens au travail. Et il faut embaucher massivement du personnel pour faire face aux besoins. La Fédération CGT Santé Action Sociale a chiffré les besoins. 400 000 travailleuses et travailleurs supplémentaires sont nécessaires à l'hôpital, dans les EHPAD et dans le médico-social. Rien qu'à la Fondation, c'est au minimum 75 personnes supplémentaires qu'il faudrait pour pouvoir assurer correctement notre mission de service public. Et enfin, pour rendre attractifs nos métiers, il est essentiel de rémunérer tout le monde à sa juste valeur. Au-delà de la santé, du médico-social, c'est tous les salaires des premiers de corvée qu'il faut revaloriser. Bonjour à tous. Pour la FSU, les services publics sont le bien de toutes et tous, la seule richesse de celles et ceux qui n'ont rien. La réduction des inégalités sociales est indissociable de l'extension des services publics. La pandémie a montré l'irremplaçable utilité des services publics, mais aussi leur dégradation actuelle, faute de moyens et de personnel, préjudiciable à la société tout entière, quand ils ne peuvent plus accomplir leur mission. L'urgence climatique de plus en plus palpable impose une transition écologique rapide de la société. Il n'est pas possible, pour engager cette transition, de s'en remettre aveuglément au marché et aux entreprises privées, tournées vers la satisfaction immédiate d'intérêts privés. Les services publics et leurs agents ont donc un rôle majeur, double, à jouer. D'une part, offrir à toutes les populations des services publics de qualité, nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie et à leur émancipation. D'autre part, participer à la protection de la population des effets des changements climatiques tout en facilitant la transition vers un modèle social plus sobre et plus juste. Le développement des services publics engendre des emplois supplémentaires qui, eux, ne sont pas délocalisables. De tels emplois nécessitent des garanties statutaires, assurant l'autonomie professionnelle des agents face aux pressions de toute nature, dans le souci d'une équité de traitement et d'une même qualité de service pour tous les usagers du service public. Il nous faut des personnels en nombre suffisant, disposant de moyens adaptés pour accomplir leur mission. Par exemple, dans l'éducation nationale, permettre à tous les élèves de recevoir un enseignement de qualité, permettre à tous les élèves en situation de handicap d'être accompagnés par des personnels bien formés, titularisés et justement payés. Permettre et développer l'apprentissage des langues régionales chez nous pour que l'enseignement du breton ait un avenir. Il faut donc rendre notre fonction publique attractive. Et cela se passe par de bonnes conditions de travail
et des rémunérations à la hauteur des enjeux. Or, nous, agents du service public, titulaires comme contractuels, subissons depuis une trentaine d'années, et tout particulièrement sous ce gouvernement, des conditions de travail dégradées par les coupes budgétaires, les réorganisations incohérentes et incessantes des services, les suppressions d'emplois, l'augmentation de la précarité. Oui, chers camarades, l'État surfe sur la précarité. Nous subissons des injonctions paradoxales et toujours faire mieux avec moins, source de stress, de souffrance au travail et de perte de sens de nos métiers. Nous subissons un management de plus en plus envahissant, la perte des garanties collectives de traitement équitable liée à l'affaiblissement du rôle des commissions paritaires et à l'augmentation de l'arbitraire, comme la promotion au mérite, induite par la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Toutes et tous subissons des gels de rémunération, entraînant des pertes considérables de pouvoir d'achat et effondrement de l'attractivité des emplois publics. Et enfin, parlons du fonctionnaire bashing, basse diversion, tentant d'imputer aux agents publics toutes les difficultés des services publics constatées par les usagers. L'objectif, à peine caché, est d'amplifier la privatisation des services publics. La FSU, ses syndicats, portent de nombreuses revendications. L'augmentation de la valeur du point d'indice, le rattrapage des pertes subies, des mesures générales pour toutes et tous les agents permettant une augmentation significative du pouvoir d'achat. La titularisation des contractuels, l'abrogation de la journée de carence. Ensemble, public, privé, dans la solidarité et l'unité, prenons notre destin entre nos mains. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler un peu du feuilleton de l'assurance chômage. Un feuilleton qui a commencé l'année dernière, si je ne m'abuse, qui consistait encore à faire des économies sur le dos des privés d'emploi. Et les négociations avaient débuté avant même que le rapport de la précédente réforme soit rendu. Ce qui faisait qu'effectivement, on avançait dans le brouillard, on négociait sur du sable. On était mobilisés pour ce qui concerne les professions du spectacle, évidemment les privés d'emploi, les comités de chômeurs pour s'opposer à cette réforme. Au printemps, pour ce qui est des intermittents du spectacle, ainsi que des intermittents de l'emploi, il y a eu les occupations notamment des lieux de culture et des théâtres, qui a duré à peu près 3 mois, qui avait commencé à l'Odéon. Il y a eu une centaine de lieux qui ont été occupés comme ça. L'été est passé et aujourd'hui, le gouvernement bafoue, on va dire, l'avis du Conseil d'État, veut avancer par décret, donc par la force, pour appliquer cette réforme de l'assurance chômage qui vise, on le sait, une fois de plus, de faire des économies sur le dos des privés d'emploi, encore et toujours, puisqu'en fait on a un gouvernement qui ne résout pas le problème du chômage, donc qui accuse les chômeurs, voilà, les privés d'emploi, d'être finalement des privilégiés. C'est cette musique-là qu'on entend souvent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a moins d'une personne sur deux qui est privée d'emploi n'est pas indemnisée par l'assurance chômage. Le rôle assurantiel de l'assurance chômage n'est plus rempli aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que c'est peut-être plus difficile d'être indemnisé par l'assurance chômage que de trouver du boulot. C'est inscrit dans une volonté globale de la destruction de la protection sociale. Je ne reviens pas sur ce qu'ont dit les camarades précédemment. C'est orchestré, évidemment, parce que c'est une politique. Les sénateurs, les Républicains, si je ne m'abuse, ont déposé des projets de loi au Sénat visant à ce que l'État reprenne la gestion de la sécurité sociale. Et on sait que dans le viseur, c'est étatisation puis privatisation.
Donc c'est l'ensemble de notre protection sociale qui est visée, qui est touchée, et c'est nous, évidemment, qui sommes condamnés, sauf, évidemment, si on se mobilise. C'est le cas aujourd'hui. Je pense que notre protection sociale qui est née en 1945, et dont on a fêté les 75 ans, 76 ans, a encore de beaux jours devant elle, et la CGT vise à reconquérir la sécurité sociale du 21e siècle. Parce qu'elle a un avenir, et j'espère qu'on en a un aussi ici, à Guingamp notamment. Et donc, je vous encourage, pour ceux qui ne le sont pas, à venir rejoindre la CGT et adhérer, et en tous les cas, à lutter tous ensemble. Voilà. Merci de votre attention. Oui, bonsoir. Donc là, je parle sur la question de Lidl. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis septembre l'année dernière, il y a une enquête pénale qui a été déclenchée. Qu'en février, il y a eu des mises en examen de la direction sur Guingamp. Et qu'en juin aussi, mais c'est de manière plus discrète. Et qu'en septembre, on est arrivé au moment où les avis de victimes sont arrivés sur ceux qui ont porté plainte. Il y en aurait environ entre 40 et 50, voilà. C'est à peu près la jauge. Donc à vérifier après ceux qui se porteront partie civile. Hein. Donc ça, c'est en cours. Et malheureusement, au même moment où ces lettres étaient parties, il y a une collègue qui s'est suicidée sur le magasin. Enfin, elle était pas sur le magasin, bien sûr, mais elle était en arrêt. Mais chez elle, enfin, pas chez elle, non, à l'emballe, et était directrice, enfin responsable du magasin. Donc ces deux événements, elle avait porté plainte, elle était dans le collectif aussi qui s'était mobilisé contre le harcèlement et les pratiques managériales de notre direction et qui s'était amplifié là depuis à peu près 1 an et demi. Et c'est ce qui nous avait décidé, sur les conseils de notre direction nationale CGT, de porter les choses à la connaissance du procureur de la République. Et c'est vrai qu'on était un peu surpris que ça ait été pris au sérieux, on ne s'y attendait pas vraiment, après toutes les alertes que nous avions faites auprès des différents services de l'État, de la direction nationale de Lidl, etc., des médecins du travail, pour que quelque chose soit fait pour prendre en compte cette souffrance au travail et ces dégâts humains qui s'accumulaient et des fois mettaient des salariés dans des conditions extrêmement proches jusqu'à aller à l'encontre de leur santé, mais aussi de leur vie. Et si notre collègue, malheureusement, a fait ce geste que nous ne souhaitions pas, c'est bien pour ça que nous étions mobilisés, et que malheureusement nous n'avons pas réussi à arrêter, et bien ça aurait pu être d'autres aussi. Hein, et on n'est pas passé loin sur la région. Mais c'était déjà arrivé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que sur Rousset, un collègue en 2015 s'était pendu dans l'entrepôt, et qu'un autre salarié sur Rungis en 2014, alors qu'on venait de lui annoncer brutalement qu'il ne serait pas conservé, que son préavis était terminé, enfin bon, qui s'est suicidé aussi. Et Lidl a été condamné en 2021, là, 2 fois pour faute inexcusable de l'employeur sur ces questions-là. Alors est-ce que maintenant où on en est, on a rencontré ce matin à Plérin, puisque chose extraordinaire, la direction nationale des ressources humaines a osé venir en province rencontrer les délégués du personnel. Où on en est, c'est on va dire des avancées timides. On a fait dans notre communiqué de presse, mais très timides dans la mesure où on va dire qu'ils veulent renouer le dialogue, mais que on avait voté le 27 août 2021, excusez-moi, une motion pour déclencher une expertise risque grave, et que du coup ça a fait peur à la direction nationale, puisque c'est ce qui était arrivé en 2015 aussi pour le collègue, et ça avait été une pièce vraiment centrale de ce qu'ils avaient fait condamner pour faute inexcusable de l'employeur, et qui les mène maintenant au pénal, puisque sur Rousset, la famille a engagé la bataille pénale aussi, et on vient d'apprendre aussi d'ailleurs
publiquement que la famille de la collègue de Lamballe est partie dans le combat judiciaire aussi. Donc, combat de longue haleine, puisque le collègue de Rousset, qui depuis 6 ans après sa mort, sa famille se bat toujours, a pu nous prévenir de ce que, entre guillemets, la direction nationale de Lidl ne lâchera rien. Hein. Et là, on a pu aussi le constater, parce que autant les avancées sont timides, autant il est clair qu'ils ont, du coup, on a eu confirmation que le directeur avait été précipitamment déplacé, mais que ce départ ne montre pas un changement de politique, puisque ça, au cours de l'échange, à aucun moment le management n'a été mis en question. À aucun moment. Donc c'est une question, on va dire, de difficulté de dialogue entre élus, un peu revêches, un peu rebelles en Bretagne depuis longtemps, et une direction qui, voilà, c'est un peu le scénario qu'on est en train de nous brosser. Et derrière, les salariés, les dégâts humains, bon, on parle pas trop de ça, c'est une question gênante, on va dire. Alors qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose, pour renouer le dialogue, d'enlever bien sûr notre motion risque grave, qu'ils sont en train de contester au tribunal, puisque ça sera le 21 octobre qu'aura lieu l'audience du référé, pour mettre en place avec Secafi, qui est un organisme respectable, hein, tout à fait, quelque chose qui serait entre l'état des lieux sur la région, niveau social, qu'est-ce qui se passe, voilà, les données globales, les chiffres, les ratios, hein, voilà, parce qu'ils sont très fiers de leurs chiffres. Et puis éventuellement ce qu'ils ont mis en place sur la prévention des risques sociaux de manière un peu générale. Mais surtout pas d'aller sur le risque grave, c'est-à-dire de regarder comment concrètement, hein, dans les magasins, dans les entrepôts, etc., dans les services aussi administratifs, sont organisés le travail, les conditions de travail et tout ce qui fait le concret des salariés. On en reste aux vagues ratios qui permettent, par exemple, si on conteste adroitement les AT, de les faire diminuer, donc d'avoir des ratios tout à fait corrects, même s'ils sont encore au niveau du BTP et 2 fois plus élevés que dans le commerce en général. D'avoir des tendances favorables, mais sans regarder la réalité qui est aussi que les AT sont contestés. Hein, ça, c'est la réalité vécue par le salarié, qui se retrouve privé de ce qu'il avait le droit, parce que lui, il sait que son accident du travail, que son arrêt est lié à son travail, mais bon, si c'est contesté, c'est pas toujours facile d'aller à l'encontre. Donc voilà, donc on est dans cette situation où un dialogue, on va dire, se fait, mais forcé par la situation, par la médiatisation, par le risque d'enquête, mais on ne sent pas une prise en compte vraiment réelle des risques pour le salarié, du management, puisque c'est un management qui est efficace, dans la mesure où il permet à Lidl d'avoir une croissance économique importante, des profits et de l'argent qui rentre. Donc voilà, donc, pour le moment, on continue, nous, CGT, avec la CFE-CGC, hein, puisque c'est l'alliance qui, chez Lidl en Bretagne, tient la marée contre la direction. Donc on continue, et puis on aura sûrement l'occasion de vous informer des plus amples développements de cette aventure. En attendant, évidemment, nous l'espérons plutôt les mises en examen, puisque nous avons la conviction que ça arrivera, vu l'ampleur du dossier, vu tout ce qui est accumulé. C'est pas possible que ça ne débouche pas sur des mises en examen et sur un vrai débat judiciaire, ce qu'on a l'impression que Lidl n'a pas conscience ou fait semblant d'ignorer. Donc voilà, et puis à bientôt. L'intersyndicale vous remercie toutes et tous d'avoir été présents et d'avoir écouté ce qui se passe sur le secteur de Guingamp. Et elle note avec une certaine, je ne vais pas dire incompréhension, mais la présence parmi nous du député de Guingamp, qui a pu voir les difficultés auxquelles nous sommes confrontés
et que sûrement les lois qu'il a votées, il en voit aujourd'hui les conséquences. Donc nous le disons sans agressivité, mais nous le disons avec conviction, vous ne continuerez pas ainsi, on ne lâchera rien. Proteste comme tu l'es dans C'est un cas celui-là. On va parler à tes copains Macron. Venez, ouais, bravo. Bravo. Un bon député. L'affaire campagne ailleurs.